Tristesse et désolation ce matin à la Riviera Palmeraie, des commerces anarchiques détruits, c'est le début de l'opération Pays propre. Le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire prépare son 3e congrès national. Pour en parler, nous recevons en fin de journal son président, le docteur Bakayoko Aboubakar. Le Kenya enterre ses morts après le carnage du centre commercial Westgate de Nairobi. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre une ressortissante britannique soupçonnée d'avoir allié les Chebabs. Bienvenue dans le dernier journal de RTI2. Bonsoir à tous. Début aujourd'hui de l'opération Pays propre pour assainir le cadre de vie des populations. Plusieurs commerces anarchiques ont été détruits ce matin à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Leurs propriétaires occupaient illégalement le domaine public. Pour mémoire, l'opération Pays propre a été lancée en juillet 2011 par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Le point avec Laetitia Manglé. Un bulldozer qui ravage tout sur son passage d'un côté, des commerçants dans la tourmente de l'autre. Nous sommes à la Riviera Palmeraie. C'est ici que démarre la phase répressive de l'opération de déguerpissement des occupants du domaine public. Un déguerpissement forcé qui aurait pu être évité si les mises en cause avaient répondu favorablement aux préalables avertissements selon le ministère de l'Environnement. Nous avons donné les mises en demeure, certains sont partis, mais comme on a laissé un peu de temps pour que tout le monde puisse partir tranquillement, ils ont commencé à reconstruire et à revenir. Et si nous ne prenons garde, ils vont tous revenir et ça sera un éternel recommencement. 5 mises en demeure apparemment méconnues de ces commerçants qui soutiennent mordicus n'avoir reçu aucun préavis. Il ne nous a pas prévenu. Je vais prendre un huissier, vous venez faire l'état de lieu. J'ai des images déjà que j'ai fait quand c'était déguerpi avant, quand c'était cassé avant. Et quand j'ai fini de rétablir, j'ai fait une image. Cependant, l'heure est à la répression. Entre silence et sanglots, l'on se demande bien de quoi sera fait demain. Je suis allé prendre 600 000 pour venir faire le magasin. Et puis j'ai mis ça dans ça. Vous même pas 2 semaines. Ils ont détruit ça. Je vais m'arrêter où? Je vais partir où? Dans nos situations, on n'a pas de coin où partir. Donc ça fait il y a longtemps que nous sommes ici. Et c'est avec ce petit travail que nous essayons de gérer notre famille. Le déguerpissement tel qu'engagé s'inscrit dans la droite ligne de l'opération Pays propre, initiée depuis 2012 par le ministère de l'Environnement. Un processus qui inclut aussi la sécurisation et l'embellissement des zones ciblées. Les moyens contraceptifs, une solution aux grossesses non désirées, c'est le message clé de la Journée mondiale de la contraception célébrée chaque 26 septembre. Cette journée s'adresse tout particulièrement au jeune public, avec pour objectif de les sensibiliser sur l'importance de la contraception, notamment la pilule, le stérilet ou les préservatifs. On retrouve Laetitia Manglé. 80 millions de grossesses non désirées surviennent chaque année dans le monde. Et plus du quart se terminerait en interruption volontaire de grossesse ou en avortement de fortune dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires, entraînant près de 70 000 décès annuels. Des situations indélicates qui pourraient trouver solution par les différentes méthodes de contraception. Est appelée contraception toute précaution prise pour éviter une grossesse non désirée. Et pour encourager cette attitude responsable, le monde entier célèbre le 26 septembre chaque année la Journée mondiale de la contraception. Il existe cependant 2 modes de contraception. La contraception naturelle, c'est-à-dire le coït interrompu, l'abstinence et la fidélité. Et la contraception dite artificielle, dont les produits les plus célèbres sont le préservatif, la pilule et le stérilet. Cette fois-ci, la journée s'adresse particulièrement aux plus jeunes, car selon des statistiques récentes, un quart des jeunes de 15 à 24 ans dans le monde a sa première relation sexuelle sans contraceptif. Une invitation donc à parler librement et sans tabou de la contraception dans le milieu juvénile. Le pire pourrait être ainsi évité. La Guinée-Conakry aux urnes le samedi 28 septembre prochain. Plus de 5 millions d'électeurs vont choisir les 114 députés de l'Assemblée nationale. Un scrutin déjà entaché par des incidents puisque des affrontements entre jeunes se sont déroulés le 24 septembre dernier dans un quartier de la capitale. Ici en Côte d'Ivoire, le Conseil des Guinéens lance aujourd'hui un appel au calme. Les détails, Grace Kando. Ces derniers jours, la tension est vive en Guinée-Conakry. Partis au pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité d'éventuels troubles. Une situation favorisée par le report des élections législatives finalement prévues pour ce samedi 28 septembre. Le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire
décide alors d'apporter sa pierre pour des élections apaisées. Une lecture coranique est donc initiée pour une Guinée unie et prospère. Nous sommes venus implorer Dieu pour la concorde et la paix dans notre pays. Que les politiciens s'entendent entre eux et que tout ce qu'il y a comme dégâts matériels, mort d'hommes, sincèrement que ça cesse et que la Guinée puisse avancer. Dieu n'a qu'à nous aider pour nous éloigner tout le malheur qui va arriver en Guinée, que Dieu nous éloigne de cela. Tout ce qu'on a à la recherche comme bonheur, comme paix, comme tranquillité, que Dieu nous donne ça. Le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire appelle aussi au calme et à la retenue pour toutes les parties mises en cause lors des dernières violences survenues à la suite du report de la date des législatives. Comment gérer de façon efficiente les communes de Côte d'Ivoire? La solution, le projet e-commune. Il s'agit d'enregistrer dans un même applicatif l'identité des contribuables, la caractéristique de leurs activités et leur situation géographique. Cela, bien sûr, après une enquête terrain. C'est une initiative du Comité national de télédétection et d'information géographique. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée hier dans la commune de Marcory. Hamza Diaby. De la modernisation de ces communes dépend aussi le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Cela, les autorités ivoiriennes l'ont bien compris. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec le CNTIG, le Comité national de télédétection et d'information géographique, innove. Ils décident de doter l'ensemble des 197 communes du pays du e-commune, un outil qui aide à la bonne gouvernance et la gestion efficiente de l'espace communal. C'est un outil qui permettra de recenser pratiquement tous les contribuables sur un territoire communal et permettre aux maires de faire des décisions éclairées. Concrètement, c'est une application web qui est sur un serveur et qui est en fait un outil de gestion, simplement. Marcory choisit pour recevoir le projet pilote, une fierté pour les autorités communales. Nous pensons que cette solution peut nous permettre de gagner en efficacité, de contrôler nos recettes, de contrôler nos ressources pour que nous puissions avoir l'autonomie vis-à-vis de la tutelle. Bien qu'étant de puissants acteurs de développement local, les municipalités sont confrontées à des problèmes de ressources devant une demande croissante des populations en infrastructures et services de base. Le e-commune vient ainsi leur permettre d'être plus inventives dans la mobilisation de ressources et plus rigoureuses dans leur gestion. Clôture à Abidjan du 3e Forum mondial du Réseau international des femmes, le RIF. Plus de 1500 femmes venues de 42 pays du monde, dont la Côte d'Ivoire, se sont mobilisées. Des assises pour évaluer les instruments et mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de la femme. Première victime de la guerre et de ses conséquences, les femmes plaident pour une prise en charge morale, matérielle, physique et psychologique. Au terme de leur rencontre d'Abidjan, le Réseau international des femmes interpelle les dirigeants du monde à prendre davantage de mesures pour prévenir les conflits armés et pour faire de la question de la femme une priorité au cœur de les actions politiques. Les conflits armés amènent à la destruction des bâtiments, des infrastructures. On peut reconstruire un bâtiment, on peut reconstruire des routes, mais reconstruire une femme qui a été mutilée, qui a été blessée, qui aura des problèmes psychologiques graves, demande un accompagnement post-conflit armé. Au 3e forum du Réseau international des femmes des grandes métropoles du monde, les femmes se sont engagées à plus d'unité pour la promotion et la défense de leurs droits. Le gouvernement ivoirien, présent aux côtés du RIF, s'est engagé à accroître son action pour préserver les femmes des pires formes de violence. L'excision est la pire forme de violence faite à une femme et à une jeune fille. Nous devons tous nous engager pour sensibiliser, pour lutter contre ce fléau. Le 3e forum du Réseau international des femmes a mobilisé plus de 500 délégués venus de 40 pays du monde. Un reportage de Thomas Guessambi.
Au chapitre défense, la démonstration du savoir-faire de plus de 100 éléments des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Ils ont bénéficié il y a 6 mois d'une formation de la force française Licorne. Ces soldats iront renforcer la mission des Nations Unies au Mali. Le point, Hamza Diaby. Tombouctou, au Mali. Nous sommes au poste de commandement du secteur ouest de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Une foule s'agite à l'entrée du camp. La compagnie de protection doit amener une réponse immédiate et proportionnée à cette menace. Elle fait intervenir la section de contrôle de foule. Fermement les manifestants, puis fait un barrage d'arrêt fixe, fermé, dispositif empêchant tout. Un coup de feu est tiré dans la foule et fait un blessé dans les rangs de la section. Il doit être mis à l'abri et recevoir les premiers soins. Ceci est la présentation dynamique de restitution des savoirs acquis en 6 semaines d'entraînement des soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire par la force française interarmée Licorne. Les résultats sont appréciés. Nous ne pouvons qu'en être heureux et je voudrais vous souhaiter une bonne mission au Mali et surtout respecter les coutumes, respecter leurs lois et le règlement sur place. Vous êtes des militaires, c'est la discipline qui est votre fer de lance. Je vous garantis qu'à titre personnel, j'ai été impressionné par la manière dont vous avez montré pendant cette démonstration tout ce que vous avez appris au contact des soldats français. Et n'oubliez pas que vous le faites au service de la paix et au service de la sécurité des populations. Une formation qui aura duré 6 semaines, une formation qui aura permis à ces 170 soldats ivoiriens d'être enfin parés, comme l'a dit le ministre de la Défense, pour rejoindre Tombouctou, pour rejoindre le Mali en général et être prêts à affronter toute situation qu'ils pourraient rencontrer sur cette terre étrangère. Au Kenya, l'heure est à l'inhumation des 67 morts après le carnage du centre commercial Westgate de Nairobi. Une enquête internationale tente d'établir les faits. Les services d'Interpol recherchent une ressortissante britannique, Samantha Liwet, également surnommée la Veuve Blanche. Elle est soupçonnée d'avoir allié les islamistes somaliens Shebab. Des ruines encore fumantes. Ces images diffusées par les forces kenyanes montrent l'étendue des dégâts dans le Westgate où 3 étages se sont effondrés. Tôt jeudi matin, une équipe d'enquêteurs est entrée dans le centre commercial à la recherche d'indices. Plusieurs pays y participent aux investigations qui devraient durer au moins 1 semaine. Je voudrais indiquer qu'un certain nombre de pays amis ont rejoint notre équipe. Les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, ainsi que d'autres services, y compris Interpol. Les enquêteurs doivent vérifier que le Westgate est bien sécurisé et tenter de mettre fin aux controverses, notamment sur l'identité des membres du commando. Les indices ont été passés au peigne fin. Il y a beaucoup de rumeurs et de contre-rumeurs qui circulent et je pense qu'il faut éviter toute spéculation. Seuls les faits nous intéressent. Les experts sur place sont en train de les vérifier et nous aurons des réponses. Le carnage qui a fait au moins 72 morts et 240 blessés, sans compter les dizaines de personnes toujours portées disparues, a été revendiqué par les Shebab. Mercredi soir, le chef des insurgés islamistes somaliens a répété que l'attaque était un message aux Occidentaux qui ont soutenu l'invasion kenyane en Somalie. Retirez vos troupes des États islamiques ou préparez-vous à d'autres bains de sang, a averti Ahmed Abdi Godan. Devant la morgue, où se pressent les familles des victimes, l'inquiétude est palpable. À mon avis, si nous étions en sécurité, je ne pense pas que tout cela serait arrivé. L'attaque a été planifiée. Et pendant que le commando se préparait, notre gouvernement, où était-il ? Dans tout le pays, les forces kenyanes sont sur le qui-vive, ce qui n'a pas empêché l'attaque la nuit dernière d'un poste de police à la frontière somalienne. 2 policiers ont été tués, 3 autres blessés dans cet assaut attribué aux islamistes Shebab.
Place maintenant à notre rendez-vous de tous les jeudis, l'interview de la rédaction de RTI2. Aujourd'hui, nous recevons le président du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Dr Bakayoko Aboubakar. Bonsoir, Julie. Ce soir, nous parlons du 3e congrès national du SINAMEPSI qui va se dérouler les 27 et 28 septembre prochains. Thème retenu, place du secteur privé de la santé dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020. D'entrée de jeu, combien d'adhérents compte le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire? Alors, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, en abrégé SINAMEPSI, est né le 1er février 1993 et il compte parmi les 300 médecins privés de Côte d'Ivoire, il en compte 150 qui sont membres cotisants régulièrement de notre organisation syndicale. Il y en a d'autres qui sont des sympathisants qui viennent ici et là, mais ceux qui sont régulièrement inscrits au syndicat sont au nombre de 150. Alors, 150 membres pour combien de cliniques? Alors, il y a deux choses en matière de activité professionnelle. Oui. Les médecins privés de Côte d'Ivoire ne sont pas tous des propriétaires des cliniques. Maintenant, lorsqu'il s'agit de dénombrer les cliniques de Côte d'Ivoire, il faut faire aussi la part entre les cliniques régulièrement inscrites et donc qui sont membres de l'association des cliniques privées et les cliniques qui sont souvent des cliniques dites pour nous des cliniques illégales. Une étude faite en 2008 sous l'égide de l'Union européenne a montré qu'il y avait 66 cliniques. Sur ces 66 cliniques, il y en avait 29 qui étaient régulièrement autorisées et le reste, c'est des cliniques illégales. Alors, on constate un boom de cliniques en Côte d'Ivoire. Cependant, ce secteur est miné par des problèmes, notamment le non-respect des tarifs conventionnels en vigueur. D'autres cliniques fonctionneraient sans autorisation, ni matériel médical adéquat, ou même avec un personnel peu qualifié. Qu'en est-il exactement? Quel est l'état des lieux? Mais vous avez planté l'état des lieux. Effectivement, nous connaissons dans le domaine de la santé un véritable problème. Problème d'exercice illégal de la médecine. Je vous le disais tout à l'heure, 70% des structures privées de santé sont des structures illégales. Et l'exercice illégal de la médecine peut se faire de plusieurs façons. Soit le médecin lui-même n'est pas autorisé à exercer, soit l'établissement n'est pas agréé donc, par l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez parlé aussi du respect des tarifs. Effectivement, il y a une réglementation donc, du code de déontologie qui fait en sorte que lorsque les tarifs sont affichés, ce ne sont que ces tarifs-là qui ne peuvent être appliqués par chacun des professionnels de la santé. Malheureusement, on voit ici et là certaines structures qui donc, se départissent de ce dogme déontologique-là et se permettent donc de faire des tarifs, je dirais, à la tête du client. Alors vous, face à cette situation, que comptez-vous faire? On va réfléchir déjà. Au Congrès, il y a une commission qui est chargée donc, de parler de l'exercice professionnel, donc de l'exercice illégal. Il y a une commission qui est chargée de parler également des tarifs et des honoraires des médecins privés. Il y a une commission qui est chargée de réfléchir sur une innovation, c'est l'authentification des documents médicaux. Effectivement, lorsque nous aurons trouvé une solution pour sécuriser les documents des médecins, on pense pouvoir là trouver également une solution contre les illégaux qui exercent dans notre secteur d'activité. Alors, ce 3e congrès va réfléchir sur le thème « Place du secteur privé de la santé dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020 ». Qu'est-ce que l'Ivoirien lambda doit retenir à travers ce thème? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses à partir du moment où tout le monde parle de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Oui. C'est d'ailleurs une vision de notre chef de l'État. Alors, l'émergence, pour nous, c'est quoi? Il faudrait qu'en 2020, la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Mais nous savons que tout développement passe d'abord par les ressources humaines. Les ressources humaines, qui dit ressources humaines, dit personnel en bonne santé. Donc, on parle de la santé, effectivement. Il faudrait donc que le secteur privé de la santé, qui représente quand même 40% de l'offre de soins en matière de soins médicaux, puisse réfléchir à son apport pour faire de l'Ivoirien ce travailleur-là en bonne santé qui permettra à la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent en 2020. Pour dire simplement les choses,
c'est de faire en sorte que notre secteur d'activité prenne sa place dans la vision qui a été fixée, qui a été dictée par le chef de l'État. Une conférence inaugurale sera également animée sur le thème « Place du secteur privé de la santé dans la mise en place de la couverture maladie universelle ». Bon, on sait que la CMU n'est pas encore en place et déjà vous en parlez. N'est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs? Ah non, puisque la CMU est prévue pour démarrer fin 2013, début 2014, il est important d'être proactif. Il est bon qu'on sache qu'il y a une couverture maladie universelle qui va se mettre en place, qu'elle comprend dans sa monture le secteur public et le secteur privé, mais alors, quelle est la place du secteur privé dans cette couverture maladie universelle? Que devons-nous faire? À quoi devons-nous nous attendre? Ce sont les réflexions et les questions que nous nous posons et c'est de cela que nous allons parler dans cette conférence inaugurale. La couverture maladie universelle est une solution pour toute la population. Elle va lui donner l'accès aux centres, aux soins, aux établissements de santé, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Qu'est-ce que le secteur privé et le syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire peut faire comme apport pour garantir donc la réussite donc, de cette mise en place de couverture maladie universelle pour les Ivoiriens? Alors, une pensée pour nos compatriotes ivoiriens qui vivent hors du territoire national. Pourront-ils également bénéficier de cette couverture maladie universelle? Je crois que dans la conception de la couverture maladie universelle, c'est pour tout citoyen vivant en Côte d'Ivoire. Alors, à partir du moment où il y aura dans la phase initiale des prélèvements qui seront faits sur ce qu'on a appelé une population certaine, c'est-à-dire les fonctionnaires, les salariés du secteur privé. Et au niveau de l'agriculture, il y a un certain nombre de catégories qui ont été ciblées, notamment les planteurs d'EVA, les planteurs de palmiers à huile. Ceux-là ont été ciblés. Donc je pense que si le compatriote est à l'étranger et qu'il justifie d'un salaire en Côte d'Ivoire, je pense qu'il peut alors bénéficier de la couverture maladie universelle. Mais tout ça, c'est une réflexion. Même ceux qui sont dans des emplois non conventionnels, donc qui échappent donc aux impôts, et on est en train de réfléchir à voir comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de cette couverture maladie universelle. Mais je sais aussi qu'il y a un régime dans la couverture maladie universelle, dit régime d'assistance médicale, qui est un régime purement dédié aux personnes, on va dire, vraiment les nécessiteux, les personnes qui sont vraiment dans les démunis, qui ne peuvent pas vraiment souscrire donc, à la couverture maladie universelle, quand bien même on sait que la cotisation est de 1 000 francs par personne et par mois. Alors, Dr Bakayoko, on reproche souvent à certains médecins conventionnés de faire des dépassements d'honoraires. Dans le cadre de cette couverture maladie universelle, est-ce que les praticiens du secteur privé respecteront les engagements de non-dépassement des honoraires? Non, à la matière, les dépassements d'honoraires ne sont pas une infraction. La couverture maladie universelle, c'est une couverture de base pour permettre à tout le monde de se faire soigner. Lorsque vous choisissez d'aller dans une structure où votre médecin, vous le savez, qui fait des honoraires, comme on dit, honoraires libres, alors vous allez avoir la base qui est prise en compte par la couverture de la CMU, mais la complémentaire, soit vous avez une assurance complémentaire, soit vous décidez d'être payé la complémentaire. Ce qui est une infraction, c'est lorsque vous descendez en deçà du tarif homologué. Ça, c'est une infraction du code de déontologie, article 40 du code de déontologie. Mais un médecin, s'il juge que sa compétence lui permet de faire des honoraires libres, quitte à lui de faire ses honoraires libres, et vous, si vous pensez que c'est ce médecin qu'il vous faut, vous y allez en connaissance de cause. On remarque qu'il y a également divers sous-thèmes, d'ailleurs très variés, qui seront présentés au cours de ce 3e congrès. Exemple du sous-thème 1, quelle stratégie de lutte contre l'exercice illégal de la médecine? Alors, quelle est l'approche du SINAMEPSI et ses recommandations sur la lutte contre les cliniques illégales menées par son ministère de tutelle? Alors, je ne donnerai pas, excusez-moi de ne pas vous satisfaire totalement, puisqu'il y a un congrès qui va prendre des résolutions. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous avons fait comme approche, c'est que nous avons associé le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Nous avons associé, à travers la direction des établissements de protection sanitaire, à travers la police sanitaire,
Nous avons approché également l'UFR de criminologie, donc qui travaille beaucoup sur cette question. Nous avons approché l'Ordre des médecins et toutes les organisations professionnelles de la santé pour réfléchir et trouver des résolutions. Mais les résolutions souffraient qu'elles soient prises en assemblée, en plénière, avec les autres médecins. À ce moment-là, si vous le permettez, on viendra ici, on vous donnera les résolutions qui ont été prises à la fin de ce congrès pour lutter contre l'exercice illégal. Abordons à présent le sous-thème 4. Il pose la question qui suit: comment appliquer les tarifs médicaux partout et par tous? Ne pensez-vous pas que le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire pourrait demander à la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État du Côte d'Ivoire, la MUGEPSI, d'étendre son champ d'action au diagnostic aux cliniques privées? Ah, mais la MUGEPSI a un produit. Je sais que la MUGEPSI travaille avec les établissements privés de santé à travers son produit Ivoire Santé. Ils ont des tarifs que nous avons consentis pour toutes les organisations mutualistes. On a même appelé tarif mutuel ou tarif social. Les fonctionnaires qui sont donc bénéficiaires de cette couverture Ivoire Santé fréquentent nos structures de santé, arrivent donc à payer le tarif mutualiste. Le problème qui se pose, c'est que dans des zones qu'on va dire périphériques ou à l'intérieur du pays, certains médecins, certaines structures, certains établissements n'arrivent pas à mettre en application ces tarifs-là. Ou alors, ce sont des assurances qui vont et qui demandent à ne pas appliquer ces tarifs-là, soit parce qu'il s'agit de zones périphériques, soit parce qu'il s'agit de zones à l'intérieur du pays. Il faudrait donc qu'on réfléchisse. Nous parlons ici d'honoraires des médecins. Et vous comme moi, lorsque nous sommes salariés, on ne voudra pas accepter qu'on nous coupe notre salaire à tout moment parce que la personne qui vient en face de nous ne peut pas le payer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de trouver le juste milieu, le salaire ou l'honoraire qu'on pourrait donner aux médecins et également le tarif minimum pour garantir la qualité des soins. C'est de cela que nous allons parler et nous allons essayer, je crois. Il y aura à cette commission, à cet atelier, il y aura des assureurs, des sociétés de gestion maladie, des mutualistes et des médecins. On pense qu'avec toutes ces intelligences, on devra trouver le juste milieu qui permettra de respecter un tant soit peu ce que la loi nous demande de faire. Dans cette couverture maladie universelle, quel sera l'apport, la contribution du pharmacien? C'est en fonction des taux qui seront fixés par la CEMU. Si la CEMU fixe un taux, je dis n'importe quoi, si la CEMU dit, bon, je prends 20% ou 80% du coût du médicament, si c'est 80%, le pharmacien, le bénéficiaire se rendra donc dans une officine et quand il se rend dans l'officine, il prend sa facture, il paye les 80%. Si par contre, ou par hasard, il a une couverture d'assurance complémentaire, l'assurance complémentaire réglera donc le surplus de la couverture. Ça sera pareil dans une structure de santé. On dit, je dis encore n'importe quoi, si la CEMU décide de faire la couverture maladie universelle à hauteur de 5 000 francs, que vous venez dans une clinique où la consultation vous coûte 14 000, la couverture maladie universelle s'arrêtera à hauteur de 5 000 francs. Alors, la différence de 9 000 francs, où vous avez une couverture d'assurance complémentaire, ça sera pris en compte par cette assurance complémentaire, ou alors c'est vous-même qui allez débourser les 9 000 francs pour payer la complémentaire. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. Un dernier mot pour peut-être réitérer votre invitation aux partenaires du système de la santé. Merci. Oui, je voudrais dire que c'est demain et après-demain, 27 et 28 septembre, le 3e congrès national du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, dit SYNAMEPSI. C'est quand même depuis 1993, ça fait 20 ans que le syndicat existe. Nous allons profiter donc de cette cérémonie scientifique pour en faire quelque chose de festif. Il y aura donc des expositions pour le public, pour la population, justement pour répondre à toutes vos questions. Il y aura des médecins qui vont avoir des stands pour pouvoir répondre. Il y aura également des exposants du monde de l'équipementier biomédical. Et également, il y aura des assurances pour répondre donc à vos préoccupations. Donc, je pense que toute la population est invitée. Ce n'est pas réservé donc aux médecins, mais surtout les médecins. Venez parce que nous n'allons pas laisser les autres décider pour nous. Il s'agit de réfléchir et d'apporter
notre appui à la vision de la Côte d'Ivoire émergente en 2020. Je vous remercie. Merci à vous, Dr Bakayoko. Voilà, nous recevions le Dr Bakayoko, président du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve bien entendu demain. Très bonne soirée à tous sur RTI2.